En virage, cette semaine, nous avons en studio le tout nouveau BMW X330, un véhicule qui a subi plusieurs modifications. On vous donne les détails dans un instant. On poursuit nos chroniques avec Silverwax et Desharnais. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Tout cela à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi à l'émission aujourd'hui, Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut messieurs. Hey, salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, nous avons en studio BMW X330 parce qu'on a changé un petit peu l'appellation au niveau de BMW, mais surtout, on a modifié notre X3 qui est devenu peut-être notre nouveau Série 3 parce qu'avant, on utilisait la Série 3 pour changer un peu l'image de BMW, surtout les phares, surtout les calandres. On faisait des tests sur la Série 3, puis quand ça marchait, on envoyait ça sur d'autres modèles. Et là, maintenant, on fait ça avec le X3 parce qu'on le change de façon assez régulière. Hein? On sait qu'on l'a changé en 2018, on l'a changé à plusieurs reprises. On a changé les phares sur le X3. On est parti du rond et là, on a modifié encore. Et cette fois-ci, on arrive en 2025 avec un nouveau langage intérieur-extérieur. On joue avec le style, le design, mais on joue aussi avec les textures à l'intérieur maintenant, ce qui change pas mal la donne. Effectivement, on est beaucoup plus raffiné. On n'est quand même pas dans un véhicule complètement nouveau. Il faut rappeler que la plateforme, elle, même si c'est une plateforme modifiée, c'est quand même la plateforme de l'ancien X3. Ce qui a changé, c'est vraiment la robe, tout ce qu'on a modifié à l'extérieur, la calandre. Moi, j'aime la nouvelle calandre. Bon, vous allez me dire que c'est moi, mais donc, j'aime la nouvelle calandre. Je trouve que c'est bien réussi. Au lieu des espèces de petits reins un peu ordinaires qu'on avait auparavant. Donc, ça, c'est bien fait. J'aime que tu soulignes aussi le fait qu'on ait peaufiné beaucoup l'intérieur avec des nouvelles textures, des nouveaux modèles. C'est vraiment particulier. En termes mécaniques, on est dans des motorisations connues, cependant. Dans ce cas-ci, tu le dis, c'est le X330. Donc, c'est le moteur 4 cylindres 2 litres turbo, 255 chevaux. C'est un moteur qu'on connaît bien. Il existe un moteur plus puissant dans la version M50, mais nous, on a la version de base et tout à fait honnêtement, c'est largement suffisant parce que le fait, oui, la série 3, on le compare parce qu'on a fait des changements, mais on pourrait presque le comparer aussi en termes de maniabilité puis de façon de conduire parce qu'on nous offre un X3 qui est très homogène, qui est très polyvalent et qui se conduit de façon très dynamique. Moi, j'avoue que j'étais pas un fan du X3. J'ai commencé à changer sérieusement d'idée quand j'ai conduit celui-là. Oui, ils sont en train de nous avoir Absolument. chez BMW. Avec le temps, c'est une belle dimension. C'est devenu une belle dimension de véhicule. Quand tu les regardes, tu regardes l'ancien modèle, on dirait que celui-là, il a pris un peu d'embonpoint et pour la bonne cause. Pour la bonne cause, justement, pour te donner plus d'espace au niveau de l'intérieur, autant en avant qu'en arrière ou au niveau du coffre. Mais on sait que ça existe, les X3, depuis 2004. Ça fait un bout de temps. Je pensais pas. Il me semble que je les magasinais, puis je les regardais, je me disais, oh, là, je vais en trouver un en particulier. Je ne l'ai jamais trouvé. Je l'ai jamais trouvé, mais il demeure que c'est un beau modèle de véhicule qui se conduisait bien. Et le nouveau, bien, davantage, on en a gagné davantage au niveau du confort, au niveau du comportement. C'est un véhicule que tu peux faire de la route avec, là, puis tu as du plaisir. Et ce que j'aime aussi, tu parles de la nouvelle grille, il y a une nouvelle calandre en avant qui est différente. J'ai eu de la misère il y a quelques années avec les calandres dans lesquels ils cherchaient. On ne savait pas après quel véhicule on devrait. On avait l'impression qu'on ne savait pas vraiment où on va l'installer, justement. Alors, 4e génération. Alors, t'en as parlé du châssis. C'est le même châssis que Audi. Ça a été travaillé ensemble et c'est fort probablement que c'est une bonne idée de l'avoir fait.
Une chose, c'est fabriqué à Spartanburg, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui arrivera au niveau des prix avec les nouvelles annonces qu'il va y avoir, mais on verra. C'est un véhicule qui est joli, qui est gros, qui est intéressant, avec un coffre de 892 litres. Et si on rabat les banquettes, le dossier de banquette arrière, c'est 1900 litres. Alors, ça donne de l'espace pour mettre, comme on a vu tout à l'heure, justement, les bâtons d'hockey qui sont là. On voit que quelqu'un qui se promène avec ce véhicule-là aime aller jouer au hockey de temps à autre. Alors, c'est pratique pour toutes ces choses-là. Les sièges, j'ai une chose que j'ai remarquée au niveau des portes. Dépendamment les portes ouvrent grand. Et quand tu vas aller la chercher, dépendamment du gabarit que tu as, je pense que Daniel n'a peut-être pas de misère à aller chercher la porte parce qu'elle ouvre grand. Mais aller la chercher, puis elle est lourde, et la ramener à sa place, à sa fermeture, ça, j'ai trouvé ça un petit peu désagréable. Et ajoute à ça le fait que tu as des espèces d'ourlets pour te retenir en place. Ça demande un petit peu d'acrobatie, effectivement, pour aller chercher la porte quand on n'est pas trop grand. Ouais. Alors, je pense que ça prend de la pratique, justement. Exactement. Une autre chose, c'est que le bas de porte, le seuil de porte, la décoration qu'on a mis dans le bas de la porte, il est assez proéminent, de sorte que lorsque tu descends de la voiture, tu es toujours en train de le nettoyer. Il est tout propre, lui. Tu as juste à donner un petit coup sur ton pantalon, tu vas peut-être être correct, ou sur une robe, quelqu'un qui porte une robe assez longue. Alors, c'est un véhicule qui a un remorquage de 2200 livres. Ça peut peut-être dépasser un petit peu si vous avez à remorquer quelque chose, mais parlez-en pas trop à votre concessionnaire. Mais c'est vraiment bien fait. Alors, c'est un véhicule qui est fait... Moi, quand je l'ai roulé, je ne sais pas, toi, tu as fait davantage de chemin que moi. Moi, quand je l'ai roulé, c'était beaucoup plus ici dans la ville, avec des températures plus froides. J'étais autour de 10 litres au 100. Je sais qu'on parle de 7 litres quelque chose ou à 8 litres, mais je pense que ça va rouler dans la moyenne peut-être autour de 9 litres au 100 pour ceux qui font un petit peu de tout. Maintenant, est-ce qu'on peut penser à acheter un véhicule comme ça avec les options? Les options montent vite sur ces véhicules-là, mais on a quand même un véhicule avec un prix intéressant. C'est 66 480 $. Moi, je trouve que c'est dans la moyenne de ce qui existe actuellement au niveau de la compétition. Oui, parce que le prix de base est à 58 900. Justement. Alors, c'est quand même raisonnable, effectivement, pour un véhicule de cette nature-là. Et comme tu l'as mentionné, là, on a des options. Les véhicules allemands, ça vient toujours avec un catalogue d'options. Absolument. J'ai l'impression de regarder les anciens catalogues Sears. mais effectivement, c'est un des défauts, en fait, de ces véhicules-là, c'est que le prix de base ne correspond pas aux véhicules que l'on a, en général, dans le cours. Il y a un modèle branché qui va arriver, je ne sais pas s'il est arrivé déjà, mais qui était à la veille d'arriver pour compétitionner surtout BMW, la Mercedes. Excusez, 350. Alors, qui, elle, fait quoi, 95 litres au 100, 95 km, juste en mode électrique. Ça, c'est pas mal le meilleur qu'il y a sur le marché. Eux, on parle beaucoup plus qu'il y aura un véhicule semblable, mais qui devra faire à peu près 60 km avec la recharge. Parce que ceux-là, ils ont une petite... Parce que on appelle ça hybride, là. Ils ont une petite batterie toute petite, 0,9, c'est pas des grosses batteries. C'est l'hybridation légère, en fait, qui est là pour donner un coup de main à certains éléments électriques, mais qui agit un peu sur la consommation, mais beaucoup moins qu'un vrai hybride. C'est du 48 volts. Alors, quand on parle d'hybridation légère, on ne parle pas du poids. Là. On parle d'une petite batterie toute petite. C'est vraiment très léger. Ouais. Mais à l'intérieur, moi, ce que j'ai aimé, vraiment, là, c'est qu'on a enlevé l'aspect cuir ou plastique à l'intérieur avec des tissus. C'est optionnel parce que vous pouvez vraiment là, jouer avec les couleurs, les cuirs et tout à l'intérieur. Et cette espèce de tissu qui recouvre la planche de bord, j'adore ça parce que peut-être que j'achèterais pas ça, mais ça devient une option intéressante pour justement, on voit qu'on s'en va vers un nouveau langage de design, des nouveaux matériaux. Aussi, au niveau de l'ouverture des portes, si on revoit à l'intérieur, on a refait tout le côté de la porte pour l'ouverture de la porte, barré, débarré et même des boutons affleurants pour ouvrir ou fermer les trappes de ventilation. Tout à l'intérieur est différent. Et la ventilation directement prise après la porte. Exactement. Donc ça, c'est bien fait. Mais c'est son comportement homogène. Je suis allé dans Charlevoix avec ce véhicule-là. C'est comme s'il n'y avait pas de côte. Littéralement, la transmission travaille de façon merveilleuse. Le moteur, tu ne tombes pas dans le sur-régime facilement dans les grosses côtes. C'est vraiment un comportement
irréprochable. Et Marc, tu disais que c'est la même plateforme. On n'a pas besoin de changer cette plateforme-là. Elle est hyper solide. Les suspensions sont solides, mais surtout l'insonorisation qu'on a changé. L'hybridation légère amène vraiment un moteur plus doux parce que le petit moteur électrique qui vient aider fait en sorte que le moteur force moins, donc il y a moins de bruit à l'intérieur de l'habitacle. C'est d'une douceur incroyable. Pour le prix, le GLC n'a qu'à bien se tenir chez Mercedes, Acura, RDX également, et les autres véhicules de cette catégorie-là, il y en a un puis un autre, mais ça devient un joueur majeur. Puis surtout, chez BMW, ils sont rendus fiables, ces véhicules-là, alors que ça ne l'était pas en 2004, quand ça a sorti, ça ne l'était pas avant. Non, effectivement, c'est rendu maintenant très fiable. Et un mot qu'on n'a pas parlé, c'est le système d'infodivertissement qui nous a fait rager au cours des dernières années, mais qui s'est vraiment amélioré au cours des derniers mois, entre autres avec les nouvelles générations. C'est vraiment facile à utiliser. Les menus sont intelligents. Alors, c'est beaucoup plus simple. C'est un véhicule qui, dans l'ensemble, est effectivement... J'aime bien le mot « homogène » parce que je trouve que ça va... Oui. Tout a été bien mis ensemble pour nous offrir une conduite exceptionnelle et, tu l'as dit, une durabilité aussi parce que ce sont des véhicules qui sont de plus en plus fiables. Et quand je suis allé essayer, quand j'ai été chercher le véhicule, quelqu'un m'a donné, la dame qui était là, m'a donné une démonstration comment stationner le véhicule tout seul. Où on le stationne, etc. Pèse sur un bouton, puis lâche tout, puis le véhicule s'en va directement à sa place, il se revanche, il se replace. Très impressionnant. Moi, j'ose jamais le faire quand j'ai le véhicule, parce que je me dis, je vais rentrer dans un autre ou pas. Mais ça fait un travail extraordinaire, ça aussi. Ouais, merci. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, on se déplace chez Desjardins Pneumécanique. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Alors, Danny, le beau temps arrive. Il faut préparer sa voiture en vue de l'été qui s'en vient. On veut passer un bel été. Quels sont les conseils d'usage? Qu'est-ce qu'on doit faire sur notre auto? Comme à chaque printemps, une bonne inspection de notre véhicule, que ce soit au niveau des liquides, changer les liquides. L'huile à moteur, je pense que c'est un must, on doit la changer. Et de faire vérifier nos autres liquides, que ce soit le liquide de frein, liquide de transmission, refroidissement. Quand on fait un changement d'huile chez Desharnais, on a quand même une inspection à 25 points qui fait un bon tour du véhicule, mais on a besoin de quoi de plus précis. Si, exemple, on fait beaucoup de routes avec notre véhicule, que ce soit de vérifier votre conduite, c'est pas quelque chose qu'on va faire d'emblée lors d'un changement d'huile. Si on entend un bruit, s'il y a quelque chose d'anormal sur notre voiture, il faut le spécifier, là, c'est le temps. Exactement. Puis on le demande souvent aux clients. Quand les clients arrivent ici, là, on s'entend, on est dans la période propice des changements de pneus. Souvent, les gens vont jumeler ça avec leur changement d'huile. On va leur poser les questions. Est-ce que vous entendez des bruits anormaux? Est-ce qu'il y a des choses sur votre véhicule qui vous inquiètent? Avez-vous des lumières d'allumer dans votre tableau de bord? Puis étrangement, Daniel, les gens, on dirait qu'ils s'habituent à rouler avec des petites problématiques de véhicules. Étrangement, ça ne devrait pas être le cas, mais on fait ça. Autre point qu'on demande aux clients, avant de vous présenter chez Desharnais, faites un test avec votre air climatisé. Est-ce que l'air est froid? Est-ce que c'est vraiment froid comme c'était à l'été passé? Parce que malheureusement, on devrait utiliser l'air climatisé même en période hivernale pour dégivrer les véhicules. Ça fonctionne mieux, mais les gens souvent ne font pas ça. Donc, vérifiez l'air climatisé. Vérifier la direction. Si on a des petits bruits, quelque chose d'anormal, le véhicule tire. Faites exprès pour prendre une bosse, là. Un nid de poule, il y en a en masse d'abord. On fait par exprès, on va entendre, écouter la suspension, sans musique, rien, pour savoir s'il n'y a pas de cognement. Exactement. Puis vérifier le système de charge. Les gens, ils disent souvent, les batteries, l'hiver. Non, l'été aussi, parce que l'été, on demande beaucoup d'énergie à notre batterie. Donc, si on a une batterie qui est faible, on peut avoir des problèmes de démarrage, malheureusement, en été aussi. Danny, les changements d'huile, parce que ça, c'est le plus important au niveau du moteur, surtout avec les moteurs d'aujourd'hui, injection directe, les moteurs turbo, les petites cylindrées. C'est important d'utiliser l'huile recommandée par le fabricant, de mettre le bon grade d'huile dans son
véhicule. Puis si on recommande la synthétique, bien, il faut y aller avec la synthétique. Effectivement, c'était si simple, Daniel, il y a plusieurs années. 5-30, 10-30. Exactement. Synthétique, pas synthétique, 5 000, 10 000, ça arrêtait là. Présentement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Plusieurs véhicules intelligents vont nous dire à quel moment, quelle fréquence faire le changement d'huile, dépendamment de l'utilisation. Est-ce qu'on remorque? Est-ce qu'on a beaucoup de démarrage à froid? Je te dirais que dans la majorité des cas, c'est quand même très bien, mais il y a un point qui oublie, qui est assez crucial, c'est qu'on vit au Québec. On a beaucoup d'humidité, on a des variations de température, beaucoup de condensation. C'est pour ça souvent les gens me disent « Ah, moi, mes changements d'huile, mon concessionnaire me recommande ça aux 12 000 km. Est-ce que c'est trop long? » Oui, vous faites 8 000 km par année. On ne peut pas attendre 1 an et demi pour faire un changement d'huile parce qu'il va y avoir des résidus au niveau de la panne à l'huile. Il va y avoir de la condensation qui va se créer, même si on n'utilise pas beaucoup notre véhicule. Le véhicule est aux intempéries. Il va quand même subir les intempéries. Fait que oui, c'est important. À mon point de vue, 2 changements d'huile par année, c'est pas trop. Puis ça nous permet, par le fait même, de faire une bonne inspection du véhicule, de s'assurer que s'il y a des petites choses, on est capable de corriger le tir avant que ça devienne trop dispendieux. Bonne qualité aussi du filtre à l'huile parce qu'il joue un rôle majeur. Oui. Ça, c'est une chose chez Desharnais qu'on a remplacée, Daniel, je te dirais, depuis quelques années. On travaille avec un type de filtre à l'huile qu'on appelle Gold, qui est vraiment un filtre premium. On n'utilise plus les autres filtres à l'huile. Pour la différence de prix, on parlait de quelques dollars. On travaille avec un filtre qui est beaucoup plus performant, donc meilleure filtration. Que ça régularise la pression d'huile dans le moteur, donc c'est extrêmement important de le faire. Exactement. Alors, tu nous as parlé du système de charge parce que ça, c'est un autre élément important de la batterie. Si on remorque, parce que si on a un camion, on s'en va, il y a des systèmes de traction intégrale et il y a des systèmes de 4x4 également si on tracte avec le véhicule. Il faut vérifier les niveaux d'huile. Tu parlais de l'huile moteur, mais transmission et aussi différentiel. Oui, puis les gens, malheureusement, ça, c'est un entretien. Les gens ont tendance un peu à négliger certains entretiens, mais on s'entend, des entretiens réguliers qui sont suivis permettent souvent de garder un véhicule en bon état beaucoup plus longtemps avec des réparations beaucoup moins coûteuses lorsque ça brise. Donc, inspection, changement d'huile, c'est le minimum. Il faut faire ça au printemps. Effectivement, puis d'être attentif à vos bruits et à le comportement de votre véhicule. Merci beaucoup, Danny. Parfait. Merci, Daniel. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles dans l'industrie. Ça bouge dans l'industrie automobile, c'est le fun. C'est le fun. Écoute, la première nouvelle, Hein? c'est une première mondiale au Canada. Bon, C'est assez rare, hein? très rare. Bien, on peut, disons, on étire un petit peu la sauce quand on parle de première mondiale. En fait, c'est Genesis qui nous arrive avec la G70 Track Day, qui est une voiture adaptée qu'on a présentée là, en grande primeur la semaine dernière, qui va faire une tournée pan-canadienne. Bon, elle est adaptée avec aileron et tout le système. Elle est inspirée, en fait, du G70 Track Taxi. Quand tu vas au Nürburgring, tu peux payer 40 € et te faire donner un tour avec un pilote dans une G70 Track Taxi. Donc, on a pris ce principe-là et on l'a mis dans une voiture de rue, si tu veux, et elle va faire le tour du Canada pour démontrer les capacités de la G70. Et après ça, elle va aller ailleurs, mais c'est donc une première mondiale chez nous. Elle part de Markham, en Ontario, pour aller faire la tournée. Au moins, ça fait parler du G70, qui est un véhicule extraordinaire. Là, un des derniers des Mohicans. Exact. Puis ça mérite là, de s'y arrêter un petit peu avant qu'éventuellement il va partir bientôt. Oui, parce qu'on sait que le Stinger est fini, puis c'était le cousin germain du G70. On veut quand même rappeler que c'est un moteur V6 3.3 qui fait 368 chevaux, donc un moteur quand même assez puissant. C'est une belle conduite, c'est le fun, donc ça devrait être intéressant. Du côté de chez Nissan, le Nissan Kicks, on le connaît, on l'a essayé ici, on l'a présenté, mais tu te rappelles qu'on vend toujours le Kicks-Play, qui est la version, en fait, de l'ancienne version. On a voté ça comme une très bonne nouvelle. Oui. Et bien, c'est on fini. continuait tout simplement la production du Kicks. On l'a appelé Play, mais on... Mais c'est terminé. 2026, il n'y aura plus de Kicks-Play. Bien, écoute, on ne veut pas... On veut modifier les infrastructures d'assemblage et on ne veut pas nécessairement
garder ce véhicule-là. C'était une bonne idée, mais dans les déboires financiers de Nissan, il faut couper. Je pense que c'est exactement ça. Donc, ça va passer au bat, malheureusement. C'est le Kicksplit qui va disparaître du catalogue. Écoute, contrairement à Stellantis qui nous a gardé le Ram classique pendant je ne sais pas combien d'années, chez Nissan, on est plus... Et la Caravane, qui aurait dû d'ailleurs conserver encore aujourd'hui. Mais qui s'appelle maintenant la Chrysler Grand Caravan et qui est une Pacifica moins équipée. Si c'est une façon de nous faire économiser puis de pouvoir avoir une option de véhicule neuf, garanti, moins cher, c'est la bonne façon de faire. Oui, mais il semble que ce ne soit pas rentable comme opération. On parlait de Stellantis. Stellantis qui arrive. Écoute, ils ont confirmé la venue d'une batterie à l'état solide pour le Dodge Charger électrique 2026. Ça fait déjà un an qu'ils sont en essai avec cette batterie-là. Effectivement, c'est une batterie. Ça s'appelle Factorial Electrolyte System Technology. Écoute, on dit que c'est une batterie qui permet d'être plus de 10 à 90 en 18 minutes seulement. Ça supporte des recharges rapides jusqu'à 4C, donc 2 fois la rapidité maximale que l'on a actuellement. Les batteries qui pèsent 580 livres contre les 800 livres actuels qu'on retrouve dans le Charger. Donc, c'est évidemment une bonne idée. Ça fonctionne jusqu'à moins 45 degrés Celsius. Donc, on dit que là, il n'y a pas de perte, bien entendu. Pour le moment, on va la mettre sur la Charger EV. Ça va éventuellement se retrouver dans le Wagoneer S, bien entendu. Et peut-on rêver dans un Ram Charger? Mais là, évidemment, on est un peu dans le rêve. On ne parle pas de l'autonomie parce que dans aussi les avantages de ce type de batterie-là, on parle aussi d'autonomie accrue. On parle qu'on pourrait aller jusqu'à 50 de plus, mais évidemment, ça dépend du nombre de modules et c'est plus facile d'ajouter des modules parce que la batterie est plus petite et plus compacte. Donc, on verra ce que Ils Dodge seraient va les choisir. premiers, là. Oui. Et Alors en fait, que Mercedes, BMW... mais Mercedes travaille avec la même compagnie. Donc, possiblement que les deux pourraient arriver côte à côte ou à peu près. En même temps, Ouais. ça reste une histoire à suivre et les autres vont emboîter le pas quand même assez rapidement. On sait déjà, Toyota l'a confirmé pour 2027. Il y a d'autres voitures qui vont arriver aussi avec ce genre de batterie-là. Donc, ça sera une bonne nouvelle parce que ça va permettre de diminuer les coûts aussi. Parlant coûts, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de tarifs quand on parle des États-Unis. On sait que la semaine dernière, M. Trump a commencé à reculer un peu en disant, et là, c'est compliqué un peu, là, mais rapidement, les compagnies américaines qui payent 25 d'importation sur les véhicules assemblés et qui finissent d'assembler leurs véhicules aux États-Unis vont épargner la taxe cumulative. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on chargeait 25 sur les pièces aussi et sur le reste, l'aluminium notamment. Donc, on va enlever cette taxe-là supplémentaire pour les 3 grands constructeurs américains qui viennent finir leurs véhicules aux États-Unis. Bien, là, tu me vois venir avec... Les autres, ils vont faire quoi? Ils vont cogner à la porte. Allô? Nous autres aussi, on emploie des travailleurs américains, puis on finit nos véhicules ici aux États-Unis. Exactement. Fait que, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Chaque là, ça va effectivement. Mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Donc, on a cet aspect-là. Mais il y a quand même des compagnies qui, entre-temps, ont réagi. C'est le cas notamment de Porsche qui a gelé ses importations. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait des voitures sur un bateau. Ils ont mis les 5000 véhicules, ils les ont débarqués. Mais c'était des voitures assemblées pré-tarif. Donc, il semble-t-il qu'elles ne soient pas affectées par le 25 Mais pour le moment, on a décidé de geler les importations. Les concessionnaires disent, si ça va bien, on a des autos jusqu'à la fin du mois de mai, peut-être début juin, mais c'est tout. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer du côté de Porsche. Ce n'est pas les premiers, rappelle-toi. Volkswagen, Audi a fait la même chose. Donc, je pense... Ah oui. Puis on transfère de la production. Subaru transfère de la production au Japon. C'était ma prochaine nouvelle, où Subaru, eux autres, de leur côté, ont choisi de prendre tous les modèles canadiens qui sont pour le Canada et de les faire assembler au Japon. Donc, ils vont épargner le 25 Mais ça va faire quoi à Lafayette? Ils vont avoir moins de production. Oui. Donc, probablement des pertes d'emploi, des travailleurs américains qui vont perdre leur emploi et moins de production là. Donc, ça ne fonctionne pas, son affaire. Sa façon de réfléchir et d'attaquer l'industrie automobile, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et là, les rumeurs veulent que le gouvernement canadien, parce que tu sais que de toute façon, il y a déjà des frais là, qui sont payés par les importateurs. Hein. Le Volvo, entre autres, paye un pourcentage en fonction du parc de l'auto. Et là, le gouvernement canadien aurait fait des offres à ces fabricants-là de dire, si vous importez directement vos voitures de l'Europe,
On ne vous charge plus ces tarifs-là. Donc, ça va Voici, faire on encore appelle plus mal. ça profiter des opportunités. Exactement. Ça va faire encore plus mal, bien entendu. Mazda, c'était le salon de Shanghai il y a quelques jours. La EZ60, un petit VUS 100% électrique. Écoute, ça a été la star du show. En moins de 48 heures, ils ont obtenu plus de 10 000 commandes pour leur petit VUS. C'est complètement fou. Je dois te dire cependant que ça coûtait exactement 10 yuan, soit 1,40$ pour placer une commande. Ça peut arriver qu'il y ait des cancellations. On va se garder une petite gêne. C'est un véhicule qu'on n'aura pas ici. Non, pour le Mais moment. regardez ce véhicule-là, parce qu'il est important. Regardez l'intérieur, regardez l'extérieur. Et regardez la mécanique, parce que même si on ne donne pas tous les détails, on parle d'un prolongateur d'autonomie avec moteur rotatif, comme on a fait sur la MX-30 en Europe. Donc, regardez le design, c'est les prochains véhicules Mazda. Ça va ressembler à ce design-là, intérieur, extérieur, l'arrière. Ouais. C'est vraiment très beau. Puis c'est une suite logique de ce qu'ils ont présentement. Tout à fait. C'est ça que j'aime. On ne s'en va pas dans le champ gauche, on reste dans C'est quelque Mazda. chose qui fonctionne. Puis ça ne démode pas les véhicules actuels. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et une dernière toute petite nouvelle rapide. Alfa Romeo Stelvio, il y a quelqu'un qui a vu le brevet. Alors, regarde de quoi il a l'air. Mais c'est un rendering, donc c'est un Photoshop. C'est pas la version finale, mais ça devrait c'est ressembler à ça. très près de ce que ça va ressembler. C'est prometteur également. Et déjà, on change le tonnelet à la fin de l'année également. Exactement. Donc, ça va bouger enfin chez Alfa Romeo. Merci, Marc. Fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Restez avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ah oui, absolument. Alors, Richard, on va parler des convertibles aujourd'hui. Notre décapotable, on l'aime. Si on veut la protéger, évidemment. Puis il y a plusieurs trucs que tu vas nous donner aujourd'hui, justement pour la garder belle longtemps. Bien, tu sais, hein, tu te promènes en convertible, tu fais une petite randonnée, tu arrêtes dîner, le toit il est baissé pendant 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Bien, le soleil, hein? Fait son travail, lui. Le soleil fait son travail, puis tu peux pas l'arrêter. Fait que là, les cuirs ou les tissus, ou que ce soit même les plastiques, tout ce qui est plastique, les gens souvent oublient que il se fait brûler complètement. Puis là, à un moment-là, on se demande pourquoi que les plastiques sont blancs, pourquoi que les bancs sont séchés. Il faut absolument protéger ça. Très, très important. Le toit aussi. Un toit pour un convertible, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de toits de convertible. Il y en a un qui est en tissu, puis il y en a un qui est en type nylon à ce moment-là. Ça, c'est 2 qui se nettoient pareil, avec le nettoyant pour le toit de convertible. C'est vraiment, vraiment simple à nettoyer en passant. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le produit, on le vaporise et on le frotte avec une brosse semi-rigide. J'en ai amené une justement aujourd'hui. Ça, c'est parfait. On ne prend pas une brosse dure comme ça, là, où on peut abîmer le toit. Exactement. On y va avec une brosse qui est molle. On le vaporise, on frotte, puis on rince à grand eau. Et après ça, ce que je fais quand j'en fais, c'est que tu le laisses au soleil, tu le laisses sécher et tu appliques absolument un protecteur après. Okay. Le protecteur, en soi, il ne rendra pas le toit étanche. Il n'est pas là pour étancher le toit. Ce qui est là, il est là pour le protéger du soleil et il est là pour les saletés, le protéger des saletés. Okay. Éviter la décoloration. Exactement, exactement. Puis quand on va le relaver, mettons l'année prochaine ou dans 2 ans, tout dépendant, bien à ce moment-là, la saleté, elle va être prise dans le protecteur. On va enlever le protecteur, puis on va en mettre un autre. Le toit est toujours propre en dessous. OK. Ça, c'est bien important. Peu importe la couleur du toit. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pas d'importance. C'est vraiment le tissu, puis bien savoir quel type de toit on a. Exactement. Si on a un toit en tissu, à ce moment-là, c'est vraiment le protecteur pour toit en tissu. C'est fait pour ça. Tout ce que ça nous prend, c'est un genre de petit applicateur où on peut même le prendre avec des microfibres comme tu as à côté de toi. Tout simplement, on le vaporise sur le toit, on l'éteint uniformément, puis on en met en masse. Puis on le laisse sécher. Ça peut se faire au soleil, ça peut se faire à l'ombre. Ça ne change absolument rien. Par contre, si on a un toit en vinyle, à ce moment-là, c'est pas ça que ça prend parce que le toit en tissu, lui, va absorber
Le toit en vinyle, c'est un plastique, hein? Il ne faut pas se le cacher, c'est des composés de plastique. À ce moment-là, on met du effet Lotus. On dit, ah ouais, j'en mets sa carrosserie, ouais, c'est ça. je vais en mettre sur mon toit aussi. Oui, parce que c'est un céramique coating qui est malléable. Fait qu'on le met dessus et c'est lui qui va protéger le mieux. C'est ce qu'on s'est aperçu dans nos tests en laboratoire. Effet Lotus, c'est génial. L'eau va perler et ça va le protéger, tout simplement. Ouais. Bon, c'est bon à savoir. Des fois, hein, c'est le fun de savoir que des produits peuvent avoir plusieurs applications. Hein. Exactement. On peut s'en servir un petit peu partout. Oui, oui. L'effet Lotus en est un, celui-là. Oui. L'autre produit que j'ai aujourd'hui, on fait de grandes routes, qu'on soit en convertible ou qu'on soit en voiture ordinaire ou en camion ou en van, nettoyant pour insectes. On le sait, là, on s'en vient, on embarque dans la bonne saison, ce qui vont sortir, là, puis personne ne peut les éviter. Nettoyant pour insectes, vraiment simple. Quand on veut laver notre véhicule, il ne faut pas qu'il soit chaud, très important. Si le véhicule est chaud, on l'arrose tout simplement, on le refroidit. On vaporise le produit partout, que ce soit sur les vitres, que ce soit sur le capot ou qu'on ait un pare-pierre, on le vaporise dessus. On le laisse agir 30 secondes, on prend sa mitaine tout simplement avec son savon doux, on donne un petit coup, puis on rince à grand eau, puis tout va tomber. On n'a pas besoin d'effort, on n'a pas besoin de gratter. Ça marche très, très, très bien sans affecter la surface. Donc, ça, c'est un bon point, puis ça fonctionne vraiment très bien. Oui, ça fonctionne extrêmement bien. Extrêmement bien. Partout ce qu'il y en a, là, au niveau du toit, au début du toit, les vitres? Oui, la même chose. Ah oui. Puis beaucoup de gens qui ont des VR, hein? Les VR, tu pars, tu arrives d'un grand voyage, puis là t'en as-tu de la vitre sur un VR ou tu as des grands miroirs. Écoute, c'est le produit idéal. Les phares, ces affaires-là, il n'y a pas de problème. Sans aucun problème avec ça. L'autre produit, Richard? Vraiment important, le plastique. Tout ce qui est console, tout ce qui est j'appelle ça le bac arrière là, du convertible, tout ce qui est plastique, il faut le protéger. Je pense que c'est ça, c'est l'élément qui se détériore le plus rapidement. Et ça prend un produit qui a un protecteur UV à l'intérieur. Notre protecteur d'intérieur, il y a justement un protecteur UV et il va aider à garder le tableau de bord avec un aspect neuf. Il ne le mettra pas huileux, il ne le mettra pas brillant, il va le mettre exactement comme il était quand il était neuf, le véhicule. Donc, c'est important de l'utiliser, d'utiliser ces produits-là quand le véhicule est le plus neuf possible. Donc, dès que tu as le véhicule neuf, il va rester beau. Il ne faut pas attendre qu'il soit déjà décoloré. Le truc, il est là. Tu viens de le dire, c'est pas compliqué. C'est comme quand on vient d'avoir un véhicule neuf, la chose la plus importante, à mon point de vue, c'est de le protéger. Je le protège, fait qu'il va être beau pendant des années, si on attend effectivement. On gagne de la valeur de revente. On gagne la valeur de revente, il ne faut pas se le cacher. Quand un véhicule est propre, écoute, c'est drôle, c'est psychologique, mais ça va toujours mieux. En plus. Oui. Tu as aussi des accessoires, Richard. Oui, j'ai amené un petit peu d'accessoires aujourd'hui pour aider les gens, puis ça va plus vite. Hein? On regarde les jantes, on a de la misère à aller aujourd'hui, il y a différents types de jantes. Moi, je sais que personnellement, sur mon véhicule, à moi, j'utilise ce type de brosse-là, où des fois, on a des emblèmes, où on veut faire le contour des lumières, il y a un endroit qu'on n'a pas accès facilement. C'est génial, j'aime ça. L'autre petite brosse ici, écoute, on dirait une brosse à maquillage, mais c'est pas pour l'intérieur du véhicule. Ça peut être autant pour laver une surface qui est comme poreuse ou aller à un endroit, les trappes à air, ces choses-là. C'est quelque chose que j'aime aussi. Et juste en passant, ces petites brosses-là, pour les nettoyer, on passe ça à l'eau puis c'est fini. C'est à l'eau, c'est tout. Là. Je te dirais que sur le matériel, de la manière qui ont été conçues, les fibres, ça se nettoie juste à les rincer, tout simplement. Il n'y a rien qui colle à ça. Exact. L'autre brosse que j'ai amenée aujourd'hui, c'est une brosse pour nettoyer les pneus. Souvent, les gens vont nettoyer avec la mitaine. Ça ne va pas à fond, ça ne va pas dans le pli du pneu ou dans le lettrage. Ça prend une brosse raide. Ça, là, c'est un incontournable à tous les jours. Pour les jantes, bien, j'ai amené la verte, plus souple un petit peu parce que je ne veux pas égratigner les jantes. On sait que c'est fragile, des vernis pour les jantes, mais à ce moment-là, c'est un gros modèle qui est fait pour ça. Et pour sauver du temps... Oui, c'est un petit miracle. Raclette. Il y a différentes largeurs, on a différentes grandeurs à la boutique. Par contre, j'en ai amené une. Ça, écoutez, tu enlèves le surplus d'eau, tu ne graffines pas avec ça. Après ça, tu passes le linge, ça prend 2 secondes, puis le véhicule est redevenu ça. Exactement. Aujourd'hui, des chamois, on n'utilise plus ça. Moi, mes chamois, je ne les ai plus à la maison. Je les ai remplacés par 2 microfibres spécialement faites pour ça. Ce pas des microfibres qu'on lave à l'intérieur, c'est des microfibres qui sont faites pour absorber l'eau. Je n'ai même pas besoin de peser. J'ai juste à l'embarquer jusqu'il y a de l'eau et il va l'absorber immédiatement. Exactement. Et ça, au début, on achète ces brosses-là, mais on a ça presque à vie après. Là.
Ça use pas, là. Ça use pas. Honnêtement, c'est une bonne remarque parce que c'est vrai, ceux que j'ai, moi, à la maison, écoute, ça fait des années que j'ai ça. Puis sont belles, sont encore très, très belles. Ben oui, c'est ça. Ça fait que c'est un coup à donner, puis après ça, on est tranquille pour le restant de nos possessions de voitures. Exactement. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. « 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions et commentaires. On en a plusieurs, messieurs. On va y aller immédiatement avec la première qui est de Louis. Je remorque 8000 livres régulièrement. Je me trouve juste avec mes véhicules de la catégorie 1500. Donc, pensez-vous qu'un 2500 serait mieux? Je change régulièrement des freins et des pièces de suspension, effectivement. Même si les 1500, c'est des 8000 livres, des 12 000 livres, 14 000 livres bientôt que ça va être. Le ça reste que quand c'est supposé être 13 500. 13 500, tu vois. C'est un peu juste, mais un 2500 va vous donner vraiment... je pense, un meilleur rendement. Et au niveau du confort, ce que les gens oublient, c'est qu'entre le 1500 et le 2500, le 2500 est vraiment confortable à rouler aussi. Et en même temps, mais il est tout plus fort au niveau que ce soit des bas-joints, ou des amortisseurs, toute suspension, freins, etc. Alors, tu accroches quelque chose en arrière. Parce qu'on a l'impression que quand ils nous disent 8000 livres, c'est un 1500, là, c'est pour faire à peu près 2 ou 3 kilomètres. C'est pas pour te promener à journée avec ta remorque. Bien, quand tu remorques constamment, effectivement, un 2500 qui remorque pas puis qui n'a rien en boîte, c'est raide à rouler. Ouais. Mais une fois que c'est chargé, c'est fait pour ça. Puis on voit que tout dure un petit peu plus longtemps. Alors oui, allez-y avec un 2500 et vous allez être mieux servi. Madame Gagnon a dit « Nous sommes intéressés par le Polestar 2. Est-ce que c'est un bon achat? » Et pour mon chum, c'est important de savoir si le modèle va changer bientôt parce qu'il pense que c'est le premier arrivé chez Polestar. Donc oui, c'est le premier arrivé chez Polestar. Le deuxième, en réalité, mais la Polestar 1 a été en nombre très, très, très limité, puis ça valait 200 000 $. Mais oui, effectivement, c'est le premier véhicule qui a été présenté là, au grand public. En grand volume. Effectivement, c'est un véhicule qui devrait changer au cours des... Mais il ne changera pas là, rapidement. Polestar a bien d'autres projets actuellement. Et d'autres problèmes. Polestar 3, Polestar 4 qui est déjà, Polestar 5, Polestar 6 qui ont déjà été annoncés. Donc, on ne changera pas la Polestar 2 dans un horizon très court. Et comme tu l'as mentionné, on va commencer par savoir où on va les construire et à quel prix on va pouvoir les vendre avant de se lancer dans un redesign. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tout comme il n'y a pas de problème au niveau de la fiabilité. Le seul bémol que moi j'ai eu avec la Polestar, c'est les matériaux à l'intérieur. Vous pouvez opter pour un intérieur traditionnel en cuir, ça va super bien. La version vegan, la version faite avec des matériaux durables, quand vous vous accrochez dans le moindre plastique, ça reste marqué à vie. Puis on l'a testé à plusieurs reprises. Alors, soyez vigilants sur les matériaux intérieurs, mais pour le reste, c'est un véhicule qui n'a pas de problème. Moi non plus, j'ai rien à dire sur ce véhicule. Non. C'est tout dit. C'est un bon achat à date. C'est un bon achat chez Polestar. Mais effectivement, là, au niveau de la production, ça commence à être un problème de jongler. Qu'est-ce qui va être calculé comme production chinoise, etc. Et surtout, la provenance des composantes, des pièces, qu'est-ce qui va être taxé, pas taxé. Je te dis que l'industrie automobile, là, présentement, en ont plein leur casse. Nissan Kicks, de base, pas le nouveau modèle parce qu'il est trop cher pour 5 ans, 15 000 km par année. Donc, rien à dire pour le petit. On l'appelle le Kicks Play. Kicks Play, comme on vient de l'annoncer aux nouvelles, c'est un véhicule qui ne sera pas renouvelé en 2026. Donc, si vous le voulez, vous le prenez maintenant. Écoutez, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il n'est pas cher. Non, parce qu'il n'y a pas d'intégrale puis il y a un paquet d'affaires qu'il n'y a pas qui sont dans le nouveau. Donc, c'est vraiment une question de choix. C'est pas un mauvais véhicule, mais il manque beaucoup de choses. C'est un véhicule prix économique. 4 000 $ de différence, je vous dirais que le Kicks standard serait peut-être un meilleur choix, mais là, évidemment, question de budget. Puis on ajoute quoi? Encore une couple de mille pour la traction intégrale? Oui. Tant qu'à y être. Puis là, on est rendu à 10 000. Fait que là, si on veut... C'est ça qui est le problème. Oui, ça dépend ce qu'on va en faire. C'est ça que je vous dis. Là. Exactement. Ça là, on dit, pas le nouveau, il est trop cher. C'est déjà spécifié dans la question. Oui, justement. Non, moi, si tu achètes un prix,
tu as un parapluie, tu es à l'abri du vent. Tu peux te promener, puis ça va... Il va bien, le petit Ben Escape. oui, Il ben est oui. fun à conduire. Manque de moteur, puis il n'y a pas de rouage. C'est un véhicule économique. Eh oui, je suis rendu vieux puis chialeux. Laissez-moi donc faire. Tu partiras avec le X3 en arrière. Là. C'est tes moyens, mais il y en a qui n'ont pas ces moyens-là, Marc. Simon, on dit qu'est-ce qui arrive avec VinFast? J'aime leur garantie de 10 ans, 200 000 km. La batterie est garantie 10 ans, illimitée. VF6 ou VF7, en tout cas, ne sont pas encore là. Donc, il y a des nouveaux modèles annoncés qui ne sont pas encore là. Il y en a juste 2 encore de disponibles. Et on n'a plus de nouvelles de cette compagnie. Non. En Moi, fait, j'en ai plus. Au Salon de l'auto électrique qui a eu lieu la fin de semaine dernière à Montréal, on a présenté les VF6, VF7, mais on n'a pas de date d'arrivée des modèles. C'est une compagnie qui, écoutez, ils ont eu énormément de problèmes au niveau de la fiabilité de leur véhicule. Les propriétaires ont utilisé toutes sortes de mots pas gentils à l'égard de la compagnie. Alors, honnêtement, on n'est pas capable de rien vous dire. Et essayer un véhicule VinFast, à moins de soudoyer un propriétaire, c'est pas possible. Donc, c'est très difficile pour nous de donner un jugement valable. Oui, puis il n'y a pas d'endroit encore vraiment spécifique pour l'entretien des véhicules. Je sais qu'il y avait ou qu'ils ont un endroit ici à Québec pour peut-être distribuer des véhicules, mais ça fait des années puis on n'a jamais entendu parler. Donc, pour la région ici, ça peut être un petit peu hasardeux. Moi, je ne prendrais pas de chance. Premièrement, c'est comme vous dites, on n'est pas capable de rien avoir ou avoir vraiment de bonnes informations. Et il y a quand même rentré un certain nombre de véhicules au Canada qui ne sont pas vendus. Je pense que c'est des 2022-2023, tu sais, fait que... Non, je pense qu'il rentre des 2025. Moi, j'attends 26. le petit VF3. Ça, c'est cute. Il est beau. Il était vraiment beau, ce petit véhicule-là. Pas de prix, rien. Bien, mais... il parlait d'en bas de 30 000, ce qui était le prix annoncé. C'est sûr que c'est un bébé Bronco là, électrique. Ouais, c'est cute comme tout. Là. Bon, on revient sur Terre avec un Ford Escape hybride all-wheel drive pour un bon 5 ans. J'ai pas le kilométrage par année, mais pas de problème avec le Ford hybride? Escape. Oui. Bien, c'est bon. Oui, c'est bon. Ils ont les cotes de rendement sont très bonnes. 5 ans. Écoutez, Ouais. vous avez un véhicule neuf, duré pour 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui vous rendront pas jusqu'à 5 ans si vous l'entretenez. La majorité des gens apportent ça les loups. Et je sais qu'il y avait une certaine faiblesse là, au niveau de pompe à l'eau ou ces choses-là après un assez haut kilométrage. Moi, je pense que s'il est loué Ça quelque coûte chose... pas cher à entretenir, Ben le non. Ford Escape. C'est un bon petit véhicule dans l'ensemble, surtout la version hybride. Le système hybride chez Ford, ça existe depuis longtemps. C'est le même système qu'on a dans Fusion, qu'il y avait dans Fusion donc, et dans d'autres modèles. J'espère, parce que là, il y a des rumeurs comme de quoi qu'on abandonnerait peut-être l'Escape. C'est vrai. Attention Ça, c'est le pain et le beurre du côté de chez Ford. On ne peut pas juste abandonner des véhicules puis pas y remplacer. Là. Le Edge, c'est terminé. L'Explorer, déjà, on parle que c'est terminé. Fait qu'on va devoir, si on arrête l'Escape, tout ce qui est sport... On n'a plus d'auto, puis on n'aura plus de sport utilitaire. Il va falloir... On ne vendra pas juste des Broncos et des Broncos Sport. Les marquis. Les F-150. Les marquis des F-150. Là, on va devoir annoncer des nouvelles choses chez Ford. C'est plutôt tranquille par les temps qui courent. On va devoir renouveler la Mustang. Aussi. Donc, il va falloir se virer de bord là, chez Ford. Il va falloir commencer à annoncer des trucs. Là. Mais là, pour le moment, ils annoncent des versions. C'est pas mal tout ce qu'ils sont capables d'annoncer. Des versions. Alain, il regarde pour un Chevrolet Traverse, 107 000 km. C'est un 2020 avec le 3.6. Pas de problème avec le véhicule. Faites vérifier et inspecter les éléments de suspension-direction, surtout à l'avant du véhicule. Bien, direction, ça va être à l'avant. Donc, s'assurer que tout est correct de ce côté-là, c'est probablement leur faiblesse où il faut aller travailler. Oui. Hein? C'est un véhicule qui est bien construit, qui est honnête. Puis les gens qui achètent ça, ils savent qu'est-ce qu'ils achètent. Tu regardes ça, c'est un véhicule qui est connu quand même. T'sais. Mais le 3.6, c'est un moteur gourmand, pas à peu près, cependant. Sur la route, il n'est pas trop gourmand, le moteur. Non, mais aussitôt que tu arrives en ville, ça devient une catastrophe. Alors, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on a. Un gros 7 passagers comme ça, pilote, à part le Highlander hybride... Ça consomme. Non, le 3.6, c'est particulièrement violent de ce côté-là. Le Highlander, ça n'a pas de même prix non plus. Non.
Solterra 9, on veut de la sécurité, de la fiabilité, de la durabilité. Selon nos calculs, on fait environ 150 km par semaine. Mon Dieu, vous allez pouvoir le recharger aux 2 semaines. Surtout si vous attendez un petit peu puis que vous allez chercher le nouveau Solterra qui va arriver. Il arrive avec 450 km d'autonomie au lieu des 350 actuels. Donc, ça va vraiment, à mon avis, ça vaut la peine d'attendre. Il est plus beau, on a amélioré la direction, on a amélioré la vitesse de recharge. Alors, moi, je vous suggère d'attendre ce nouveau modèle-là qui devrait arriver d'ici la fin de l'été. C'est pas un vilain choix en ayant en tête ces considérations-là. Et au niveau de la sécurité, ils l'ont complètement amélioré l'année passée. Ils ont rajouté bien des éléments, donc ça devrait être un meilleur choix. On travaille chez Subaru, notre Solterra, pour réussir à en vendre. Ah oui. J'ai pas de problème avec ça non plus. Puis si vous pouvez attendre, oui, c'est un... Absolument. Ça va être le 2025. Je ne sais pas, c'est pas le 2026 qui arrive avant la fin de l'été, on ne sait pas trop. Là. Assurez-vous, bien que le modèle actuel à 350 km est amplement suffisant pour vous. Ouais, le problème actuellement, en fait, c'est la vitesse de recharge. C'est la capacité de recharge si vous allez sur la route. Mais ça va donner de la durabilité au niveau de la batterie. Si ça vous convient, une recharge moins lente, je suis persuadé que dans 10 ans, comme ils disent, la batterie va être bonne à 90 encore. Oui, mais tu sais, ça, c'est toujours ce que tu vas attendre 10 ans ou attendre 2 heures pour le charger. C'est ça qui est la grande question. Bien, puis il demeure qu'au niveau des prix actuellement, ceux qui sont en vente, là, il y a des escomptes drôlement intéressantes. Ouais. C'est vrai qu'ils sont moins chers aussi. Il y a beaucoup. Il y a plein d'avantages d'acheter tout de suite. Puis, bien, comme Marc, là, vous l'avez vu depuis le début de la soirée, lui, ça ne lui dérange pas de dépenser des sous. Merci, messieurs. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage.